Alors que d'autres ont essayé de se mettre en marche, lui a décidé de se mettre en marge. C'est ce qu'il nous raconte dans son livre « Histoire secrète de la guerre des droites » chez Michel Lafon. Il a notamment été secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy avant de quitter les Républicains et cofondé en novembre dernier le parti Agir, la droite constructive. Il a également été député de la première circonscription des Français de l'étranger aux États-Unis et au Canada. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors on voit bien qu'il y a une différence entre 2007 et 2018. Vous dites dans votre livre que la politique politicienne s'est terminée. À quoi vous aspirez aujourd'hui ? Agir, c'est le nom de la formation politique à laquelle j'ai participé à la naissance de ce nouveau parti. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, ce qui doit rythmer la vie des hommes et des femmes politiques, c'est l'action. Alors que malheureusement, ils se perdent souvent dans des débats et dans des guerres. J'essaye de dire dans le livre combien, y compris le vocabulaire d'ailleurs politique. Regardez les QG, les quartiers généraux. C'est bien un vocabulaire. Les militants, ça vient de la racine militare. Et je décris dans ce livre une violence inouïe que les gens n'imaginent pas d'ailleurs dans le monde politique. On l'imagine un petit peu quand même. On l'imagine un peu parce que les gens voient House of Cards et un certain nombre Il y a des séries, oui, tout à fait. de ces séries. Mais souvent la réalité, c'est ce que je décris dans le livre, est finalement bien pire que la fiction. Et vous racontez aussi comment votre famille a subi vos choix politiques, votre égocentrisme. C'est la politique qui rend égocentrique ? Oui, je pense que la politique rend égocentrique. Je pense que, je le raconte dans ce livre, à un moment, j'ai tout donné pour la politique. J'ai commencé extrêmement jeune. J'ai rencontré Nicolas Sarkozy, j'avais 18 ans. Je l'ai accompagné, conseillé pendant près de 20 ans. Et Nicolas Sarkozy, dans la conquête du pouvoir, j'ai été à ses côtés, je l'ai conseillé, jusqu'au moment où je me suis séparé de lui, parce que la route qu'il a empruntée était une route que je désapprouvais. Aujourd'hui, vous cherchez à vous différencier complètement de lui. En même temps, c'est comme ça que ça se passe. En politique, tuer le père pour exister. Oui, alors vous savez, j'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est assez amusant parce qu'il y a même un roman qui a été écrit, qui est assez amusant parce que c'est un roman avec une journaliste comme vous, qui est la fille d'un grand présentateur du 20h. Et moi, et la comparaison est faite, puisqu'elle a des problèmes avec son père, la comparaison est faite avec moi qui aurais des problèmes avec mon père Sarkozy. Il se trouve que quand on lit le livre, on découvre que si j'ai un mentor, c'est plutôt Jacques Chaban-Delmas que Nicolas Sarkozy. Et que Nicolas Sarkozy, c'est une rencontre d'un homme dont j'ai pensé qu'il pourrait porter le changement de la France. Et aujourd'hui, comme beaucoup de Français, je constate que celui qui porte ce changement, c'est Emmanuel Macron. Vous avez voté pour lui d'ailleurs. J'ai voté pour lui dès le premier tour de l'élection présidentielle. Même si vous vous êtes présenté aux législatives sous l'étiquette des Républicains. Des Républicains, mais avec à l'époque, ça a troublé d'ailleurs beaucoup les électeurs, mais moi j'ai voulu jouer la carte de la vérité avec des documents de campagne, comme on dit, qui montraient ma complicité, ma proximité avec Emmanuel Macron. Vous savez, pendant 4 ans à l'Assemblée nationale, d'ailleurs les citoyens français des États-Unis et du Canada m'ont vu au quotidien agir en essayant en permanence de faire passer leur intérêt et l'intérêt du pays avant les intérêts partisans. C'est ce qui m'a valu que Sarkozy, à un moment, a mis un contrat sur ma tête, a voulu m'abattre. Je raconte tout ça dans le livre. Oui. Et je ne regrette absolument rien. Ce que vous reprochez justement le plus à Nicolas Sarkozy, c'est la dérive identitaire lorsqu'il a suivi les conseils de Patrick Buisson, par exemple. Cette route buissonnière qui est devenue une jungle buissonnière, qui fait que j'ai un chapitre qui s'appelle La martingale dans le livre, où j'explique comment Nicolas Sarkozy, qui est pourtant un homme que je connais bien, qui avait beaucoup d'intuition auparavant, non seulement n'écoutait plus les autres, il n'écoutait plus les gens comme moi, qui était à ses côtés, mais il ne s'écoutait plus lui-même. Parce qu'il pensait, en écoutant Buisson, en mettant un étranger sur la place publique et en lui coupant la tête devant tous les citoyens, qu'il était réélu à coup sûr. Regardez ce que ça a donné en 2017. Je lui avais prédit... L'échec de la droite. Non, mais d'abord, l'échec pour lui a été terrible, y compris à la primaire. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, je raconte Vauquier dans le livre, il y a 3 chapitres
je les lui consacre parce que il est en train de tuer la droite. C'est-à-dire qu'il prend la même route que celle de Nicolas Sarkozy. La droitisation se poursuit avec, droitisation. avec Wauquiez. Mais c'est pire que la droitisation. Si c'était la droitisation, c'est qu'on perd nos valeurs. Et que ce qui est grave, c'est que Sarkozy a joué les apprentis sorciers. Mais lui, il a du charisme, il a une colonne vertébrale, Sarkozy. Et donc la boule de feu qu'il créait, il était capable de la maîtriser avec son magnétisme. Laurent Wauquiez, c'est un homme qui est sans foi ni loi, qui n'a pas de colonne vertébrale. C'est un acteur de série B quand on compare à Sarkozy qui serait une star. Et lui, il joue l'apprenti sorcier. La boule de feu qui est en train de sortir, il est absolument incapable de maîtriser quoi que ce soit. Il va droit dans le mur il est en train de détruire la droite. Marion Le Pen. Il est en train de détruire. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui, je raconte dans le livre comment, de manière souterraine évidemment, il est en train de tisser un certain nombre de liens avec Marion Maréchal Le Pen. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Vous avez peut-être vu l'actualité du jour, enfin hier ou avant-hier. Virginie Calmels, que je connais bien, qui était auprès d'Alain Juppé, qui est maintenant la numéro 2 de Laurent Wauquiez, avec des jeunes qui étaient à ses côtés, qui ont démissionné, qui ont quitté Virginie Calmels parce que elle leur interdirait de discuter, de travailler, de rencontrer Marion Maréchal Le Pen. Et il y a une lepénisation aujourd'hui des esprits du parti Les Républicains qui font que il est absolument indispensable de sauver une droite, mais une droite simplement fidèle à ses valeurs, fidèle à la fois au gaullisme, fidèle aussi pour certains aux partis libéraux ou aux partis centristes. Là, on a un dévoiement de la politique, ou simplement parce qu'on espère, on considère qu'il n'y a plus qu'un seul espace pour exister, puisque Macron aurait pris les gens de droite comme moi à ses côtés, et donc il n'y a plus d'espace. Justement, un an après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, vous en pensez quoi de son bilan ? Alors d'abord, un an, c'est peu de temps, c'est court, mais regardez tout ce qui a été accompli, et notamment beaucoup de choses que la droite s'était engagée à accomplir pendant des années et des années, et qu'elle n'avait pas entamé, comme par exemple la réforme du droit du travail, comme par exemple la réforme de la SNCF, et regardez la fermeté. Il y a à la fois de l'audace et de la fermeté dans Pourtant, ce que... les Français sont dans la rue. Vous trouvez qu'il a réussi à faire travailler la droite et la gauche comme il l'avait promis, comme vous le souhaitiez aussi ? Alors, vous savez, je me méfie beaucoup de cette formule « les Français sont dans la rue ». Pour l'instant, je vois les syndicats dans la rue. Je vois des minorités qui bloquent et qui empêchent les gens d'aller travailler, de se déplacer. Je vois d'ailleurs que tout ça est en train de s'effriter. Et des syndicats qui utilisent des subterfuges avec beaucoup d'astuces pour essayer de contourner les interdictions au droit de grève. Mais tout ça va se terminer comment ? Avec un président de la République qui visiblement tient bien le cap, et donc des syndicats qui vont devoir, comme sur le droit du travail, finalement se coucher. Toi, tu connais l'Amérique, c'est ce que vous a dit Donald Trump quand il venait d'être élu suite à un article. Vous avez prédit sa victoire, contrairement à toute la presse à l'époque. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est félicité par le président le plus détesté au monde ? D'abord, c'était assez amusant, vous avez raison de le dire, pour moi, d'être invité dans les invités personnels de Donald Trump au moment de son inauguration, sur la base d'un portrait qui m'avait été demandé par le Nouvel Obs, que j'avais écrit sous forme d'une pièce de théâtre entre Reagan et Kennedy qui parlaient de Donald Trump. Ça commençait d'ailleurs assez durement pour Donald Trump, puisqu'il était comparé dans Back to the Future à Biff, vous savez, ce héros un peu balourd. Mais à la fin, Reagan, dans le portrait, disait « c'est le mégaphone des sans-voix et il sera élu quoi qu'il arrive ». Il se trouve que c'était un an avant l'élection. New Yorker, d'ailleurs, a fait un papier sur tout ça. Et donc, j'ai été invité. J'ai rencontré cet homme. Je raconte dans le livre qu'il a beaucoup de charisme. Je connais, c'est bien, et je l'ai rencontré souvent, le président Obama, qui a un magnétisme incroyable. Mais Donald Trump, quand il est rentré dans cette pièce où nous déjeunions au Capitole, on avait l'impression de voir John Wayne rentrer. Tout le monde était un peu abasourdi. C'est une armoire à glace. Il dégage quelque chose, une force. Et quand il m'a dit ces mots, je le dis en souriant d'ailleurs dans le livre, parce que quand il me dit « toi, tu connais l'Amérique parce que j'ai prédit sa victoire », j'ai bien compris qu'il se faisait un compliment à lui-même plutôt qu'à moi. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées aux États-Unis, dans le monde également. Le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, à quoi il joue, Donald Trump ? Alors vous savez, c'est assez complexe. D'abord, on n'a pas à être étonné, puisque tout le monde considérait qu'il ne serait pas élu. Mais à partir du moment où il a été élu, il a dit qu'il appliquerait ce qu'il avait
annoncé qu'il appliquerait. Or, tout ça, il l'a annoncé. Et donc, finalement, il est en train de dérouler son programme point par point. Avec, en même temps, des moments qui peuvent surprendre sur le plan diplomatique, certes. Mais regardez, par exemple, la Corée du Nord, avec une diplomatie un peu particulière, avec des tweets, on n'est pas habitué à ça. Mais tout le monde, quand il a fait le bras de fer, finalement, avec la Corée du Nord, s'attendait à ce que ça se termine en catastrophe. Et au final, on est en train de voir de manière historique se dessiner sous nos yeux un accord de paix inattendu. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer sur l'Iran. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le président Macron, qui a été reçu en visite d'État par le président Trump, quand ils ont abordé la question iranienne, et qu'il a été évoqué le principe qui est éventuellement un nouvel accord. En réalité, on comprenait déjà, puisqu'il ne s'en cachait pas, que l'accord actuel serait rejeté par l'Amérique. Et est-ce que c'est une chance alors pour la France ou pour l'Europe de se dégager de cette tutelle stratégique américaine? Tout le sujet va être celui-là. Est-ce que la petite Europe va lâcher la main du grand Américain? C'est finalement ce que Angela Merkel comme Emmanuel Macron nous ont invités à faire et ont invité les autres chefs d'État européens à faire à l'occasion à la chapelle de la remise du prix Charlemagne à Emmanuel Macron. L'avenir va nous le dire. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, moi, je ne veux pas considérer que c'est le pire qui est devant nous. Et ce que j'espère, c'est que les Européens vont être très forts, très solides, vont tenir sur l'accord et essayer, une fois qu'ils ont tenu sur l'accord, de ramener les Américains autour de la table pour qu'on trouve un nouvel accord de paix. Et on va suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Frédéric Lefebvre, merci. Je rappelle votre livre, Histoire secrète de la guerre des droites aux éditions Michel Lafon. Merci.